Hello tout le monde, merci de nous rejoindre pour On se dit tout, c'est déjà la deuxième de cette saison. Sur mon flanc gauche, j'ai le plaisir d'accueillir notre fidèle consultant, Pascal. À gauche et à gauche, c'est ce que je préfère, Stéphane, donc bonne soirée à vous. On t'a mis à la bonne place. Absolument. Tu restes là Pascal, ne bouge pas. Alors si tu te rappelles bien, Pascal, on a accueilli jusqu'ici une joueuse, des joueurs, des coachs, mais pas encore de dirigeants. Ce soir, c'est chose faite. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission Jean-Paul Lacombe, le président du RFC Liège. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Il était temps d'avoir un dirigeant. Ce sont eux qui sont à la tête des clubs. Et grâce à eux, et sans eux, il n'y a pas de club. Donc moi, je suis très respectueux pour leurs fonctions. Et bravo à Jean-Paul pour tout ce qu'il a déjà entrepris depuis une dizaine d'années à la tête du RFC Liège. Jean-Paul, on t'invite peut-être à des meilleurs moments. Oui, je reconnais qu'après 4 victoires, c'est un peu facile. Je prends la précaution de dire que je me suis exposé quelquefois, que ce soit médiatiquement ou vis-à-vis des supporters, quand ça allait moins bien. Donc je ne sors pas uniquement de ma boîte quand les choses vont très bien. Je vous remercie de votre accueil, mais je précise aussi immédiatement je pense avec un peu d'humilité, que certes, il faut des présidents et des dirigeants dans les clubs, mais les victoires et les défaites, ce sont quand même encore les joueurs et les entraîneurs qui les font. Pascal, Jean-Paul, tu le connais déjà depuis pas mal d'années, toi qui rôdes dans le football liégeois. En quelques mots, comment est-ce que tu décrirais le président Lacombe ? J'ai eu la chance d'être entraîneur adjoint au RFC Liège en 2000. Donc, j'ai connu le club dans son dernier paysage sorésien avant de remonter sur le plateau de recours. Et je pense que c'est vraiment le président qu'il fallait au bon moment pour le club, de rassembler un petit peu toutes les forces vives de ce club mythique, matricule 4, il faut encore le rappeler une fois. Parce que voilà, c'est un club historique qui a vécu tant de belles choses dans le football, qui mérite largement sa place dans le football professionnel. J'ai été un des premiers... content de cette montée en division 1B, et Jean-Paul est l'homme rassembleur par excellence. Mais faire l'unanimité, c'est pas possible, mais les supporters sont derrière lui, le staff est derrière lui, et donc c'est lui qui entraîne tout ça dans son sillage avec son conseil d'administration, Jean-François Dessart et d'autres personnages importants dans le club. Et pour moi, c'est très important d'avoir 2 grands clubs à Liège, le Standard et le RFC Liège. Parfait pour cette intro. Je vous propose, messieurs, d'aborder la première partie de l'émission. La défense, donc on est dans l'arrière au niveau tactique. C'est l'occasion de regarder dans le rétro. Jean-Paul, on va parler d'abord de ta passion du foot. Il y a toujours en général un élément déclencheur qui fait qu'on aime le foot dans notre jeunesse. Te concernant, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oh, moi je suis tombé là-dedans au milieu des années 70, à, je sais pas, 7 ans sans doute, comme beaucoup de petits garçons à l'époque. Je suis allé voir mon premier match à Haraucourt avec mon papa contre l'Olympique de Charleroi. Je pense que c'était en octobre 74. Victoire 3-0, 3 goals de feu Claudie Bissot. Je suis allé voir mon premier match au Standard aussi cette année-là avec mon parrain. Je me suis un peu pris de passion pour Saint-Étienne. C'était il n'y avait pas des foot à la TV tous les soirs. Il y avait les matchs de Coupe d'Europe de Saint-Étienne. Puis je suis aussi devenu, à partir de ce moment-là, un grand supporter de Man United, qui est descendu en Division 2 à ce moment-là. Et c'était un crève-cœur. Et puis il y a eu toute la remontée, etc. Et donc je traîne ces choses-là depuis mon enfance, puisque je suis toujours... aussi bien que à Haraucourt que de Saint-Étienne ou que de Man United, je suis toujours passionné par ces équipes-là. On change de beaucoup de choses dans une vie, on change rarement de club de foot. Oui, les premiers sont souvent là tout au long de la vie. Oui, ça évoque des tas de choses, et certains sont parfois surpris que je me souvienne de phases, de buteurs ou de résultats des années 70, mais c'est au-delà de la mémoire que chacun développe ou développe moins, ce sont des événements marquants, et c'est lié à des souvenirs, et chacun a ses Madeleines de Proust, et les miennes, c'est surtout autour des terrains de football. Et donc cet attachement aux couleurs sang et marine, c'était vraiment dans la famille, c'est avec ton papa que ça s'est transmis naturellement ?
Oui, ben, je suis allé pendant plusieurs années aussi bien à Sclessin qu'à Raucourt. Hein. Moi, j'étais un de ceux, il y en a quand même beaucoup qui suivaient les deux équipes à domicile. Et puis, je pense que c'est au début des humanités, donc à Liégeun, 12, 13 ans, qu'à ce moment-là, les choix se font et que j'ai commencé, y compris à suivre le Football Club liégeois en déplacement, et puis tout s'enchaîne. Mais c'est vrai que il m'est arrivé d'entendre que Liège vivait par la passion de son public, etc. Ben, je suis d'autant plus d'accord que je le vis dans ma chair. Oui. Alors, on va parler de ta fonction de président. Si on commence aux origines, ça débute aux alentours de 2011, à la moitié de l'année. On annonce à ce moment-là que le club va être repris par une société anonyme dont tu es le fondateur. Si je dis une bêtise, tu peux me reprendre. Et puis, vous reprenez là, à peu près 10 actionnaires plutôt locaux, liégeois, ce club qui était en faillite. Pour se remémorer ça, je vous propose d'écouter quand même quelques interviews de l'époque. Ce nouveau groupe d'investisseurs se déclare disposé à assumer le passif de la SBL, ce qui, évidemment, d'un point de vue des créanciers, est une véritable aubaine. Dès cet après-midi, il faut, en termes d'abonnement, en termes de sponsors, il faut capitaliser sur le capital de sympathie qu'on a perçu autour du projet. Au niveau des joueurs, on a travaillé à construire un groupe avec toute une série de joueurs qui reviennent, qui sont de jeunes liégeois formés au club et qui visent à disposer d'un groupe compétitif pour l'année prochaine. Voilà, c'était les débuts. On constate que les idées étaient déjà claires dès le départ. Comment est née cette idée un peu folle quand même de reprendre le RFC Liège à l'époque? Elle est née de la douleur de voir le club en faillite. Et il y a eu notamment plusieurs rencontres décisives qui font qu'on a pu lancer le projet. Hein. Georges-Henri Botson, Robert Wassège qui nous a rejoint, Léon Van Riemenam qui est parti dans l'aventure avec nous aussi. Et donc les astres se sont un peu alignés à ce moment-là, mais il y a eu un moment où on pensait abandonner avant la reprise parce que les dettes étaient beaucoup plus importantes que ce qui nous avait été dit. Enfin, la situation était catastrophique. Et le sentiment qui émergeait dans les 48 heures suivant le moment où on avait dit ce ne sera pas possible dans ces conditions-là, c'était un vrai sentiment de deuil. Et on a alors décidé de se jeter à l'eau sans connaître sa température exacte. Et puis finalement, on ne l'a pas regretté. Mais le sentiment moteur qui a fait cela, c'est pas la raison, c'est pas le calcul, c'est même pas la réflexion, c'était la douleur de voir disparaître le club. Dans l'histoire du club, il faut quand même reconnaître que ça n'a jamais été simple. Depuis la disparition du stade de Raucourt, le club a joué dans différents stades, à Tilleur, à Serein. Ici, on disait toujours, faut pas traverser la Meuse, hein, il faut rester de son bon côté. Et donc, le mérite aussi du président et de son conseil d'administration, c'est d'avoir su réimplanter le club au bon endroit, même si ce n'est pas toujours évident au niveau des infrastructures. Mais les supporters répondent à l'appel parce que aussi le stade correspond à leurs envies, la localisation, ça peut paraître stupide, mais c'est très important. Et dans l'histoire de grands clubs comme Liège, l'Antwerp, on voit que les racines sont là. Et quand ça va mieux, comme c'est le cas maintenant, les gens reviennent au stade, suivent le club, ils ont un capital supporter exceptionnel. Voilà, et il a fallu entre-temps trouver des solutions et s'ouvrir peut-être à des idées qui n'étaient pas les premières auxquelles on pensait. Si je peux me permettre de rebondir, dès la première seconde, il y a eu l'idée de rentrer à Raucourt. Oui, ça faisait partie du projet de départ. Et elle était sur la table aussi dès la première seconde, puisque la ville de Liège, qui a fait ce qu'elle a pu, hein, c'est pas une commune riche, mais la ville de Liège, dès la première seconde, nous a dit une partie de la caserne de la rue de la Tonne que nous rachetons, c'est pour les jeunes du Football Club liégeois. Donc le retour, ne fût-ce qu'avec l'école des jeunes, il était sur la table dès la première minute, et c'est aussi un des éléments déclencheurs. Jean-Paul, on a aussi dans nos archives quelque chose qui prouve que tu es un homme de défi d'envergure. On va écouter ça ensemble et puis on en parle. Bien, cette ASBL, composée de 8 membres fondateurs, entend présenter
un dossier de candidature de Liège à l'organisation des Jeux Olympiques. Ça implique donc que nous ne sommes pas un comité organisateur, mais un comité chargé d'une part de promouvoir l'idée, de convaincre les Liégeois de son réalisme, et d'autre part de préparer un dossier de candidature et d'en assurer la promotion. Je ne vous apprends rien, il n'y a pas eu depuis de Jeux Olympiques à Liège, mais l'idée était défendue par votre comité. Est-ce que cette initiative, qui remonte à 1994, a aussi eu son influence dans la démarche de racheter Liège plus tard ? N'a pas eu, non, d'influence, mais je pense que, par contre, les sentiments qui étaient à la base de cette initiative Liège Olympique et de la reprise de Liège étaient un peu similaires. L'idée était qu'il y a des tas d'opportunités à Liège et que les Liégeois ont quelques particularités, notamment celle d'être très fiers, mais d'être parfois aussi un peu apeurés à l'idée de prendre des risques ou d'oser viser grand. Et c'est un paradoxe, puisque nous sommes tout à la fois très fiers, mais aussi un peu vite abattus devant la difficulté. Et le moteur était de dire, Liège peut, avec son Interland et en mobilisant des forces, mais se positionner pour organiser de grandes compétitions. Et donc, soyons ambitieux. Alors là, c'était visé un peu haut. Et donc, en effet, on n'a pas été nettement plus loin que le succès d'estime, mais que le fait de créer un peu de réseau et un peu de soutien autour de l'idée. Mais dans la reprise de Liège, c'était un peu ça aussi. C'est du football club liégeois. C'était, mais soyons ambitieux. Parce qu'à l'époque, beaucoup nous prédisaient la même fin que les directions précédentes. Même les supporters qui sortaient des années qu'ils continuaient à appeler les années de tiers et les années d'errance, etc. Les supporters nous disaient, allez, on espère que vous allez faire mieux que les autres. Il y avait une forme de fatalisme qui entourait le football club liégeois et son image n'était plus tout à fait conquérante. Et aujourd'hui, on a une dynamique autour des résultats du club, etc. On ne peut pas dire qu'on l'avait il y a 12 ans, ni d'ailleurs qu'on l'a eu tout au long des 12 années. Donc c'est un peu cette réflexion il faudrait que les Liégeois ne soient pas, je dis ça sans donner de leçon à personne, mais ne soient pas uniquement fiers d'être Liégeois quand il s'agit de dire du mal des autres. Il faut aussi mobiliser cette fierté-là pour réaliser des projets collectifs. Et avant de passer au milieu de terrain, ce qu'il y a de plus dur quand tu es chef, c'est de durer. Quand tu es président depuis une dizaine d'années, c'est pas toujours évident de renouveler chaque fois un petit peu son discours, ses engagements, parce qu'il faut pas oublier que derrière l'équipe première, il y a toutes les équipes d'âge derrière, et avec des équipes féminines, Liège se distingue aussi par toutes ces caractéristiques, et notamment le fait d'avoir le label 3 étoiles représente, je pense, une fierté pour le club liégeois. Jean-Paul, une date maintenant, donc on va parler du 15 juillet 2015. Est-ce que ça te dit quelque chose ? C'est l'inauguration du stade de Raucourt contre l'Union Saint-Gilloise. Exactement. On a d'ailleurs dans nos archives ce match amical contre l'Union, un autre club historique belge. Ce retour à Raucourt, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'était vraiment une étape majeure depuis le début. On ne pouvait pas ne pas l'inclure dans le projet. Les supporters y tiennent trop, comme les dirigeants. Mais pour être franc, c'est une de mes principales fiertés sur les 12 ans et demi maintenant. On a appris, je crois que c'était en février de cette année-là, que Serein ne souhaitait pas continuer à partager ses installations avec nous. On se retrouve à la rue, où on sait qu'on va se retrouver à la rue en fin de championnat 3 mois plus tard. Alors on pouvait jouer à Calimero, invoquer tous les dieux de l'univers, se rouler par terre en pleurant. On pouvait aussi essayer de prendre les choses en main en disant nos terrains de jeunes qui vont sortir de terre, a-t-on la place pour y installer des tribunes ? A-t-on la place pour y construire un minimum de choses ? A-t-on l'autorisation du pouvoir subsidiant de le faire parce qu'il subsidiait des terrains de jeunes et pas des tribunes ? A-t-on les moyens financiers de le faire puisqu'il n'y avait donc pas de subside pour des tribunes, pour les vestiaires de l'équipe première, etc. Et donc nous avons travaillé à notre plan financier, nous avons travaillé avec les architectes, nous avons travaillé avec la ville, nous avons travaillé avec la région pour les permis. Ça, on était en février, et 5 mois plus tard, le stade était là. Et je dis ça sans vantardise, parce qu'il faut reconnaître que les étoiles se sont alignées. Même la météo a été des nôtres pour que les travaux puissent avancer aussi rapidement. Mais il y avait moyen de
perdre un peu d'espoir ou de volontarisme en voyant la façon dont on se faisait mettre à la rue. Et je pense qu'on a transformé cette crise en opportunité et qu'on a réussi ce retour à recours. Et c'est un des moments dont je suis le plus fier parce que ça, c'est structurant. Construire une bonne équipe à un moment donné, elle peut gagner des matchs pendant 2, 3, même 10 ans, mais rien n'est acquis. Recours, on y est rentré, on y en enracine et on ne nous en déracinera pas facilement. L'étape suivante, on fait un grand bond dans le temps. L'étape majeure, c'était ce retour en pro. Maintenant, c'est établi depuis la saison dernière, 28 ans après l'avoir quitté. Le monde pro aujourd'hui. Est-ce que la saison dernière, c'était la plus belle que tu aies vécue en tant que président ? Mais je n'irai pas jusque-là. Et pour essentiellement 2 raisons. La première, c'est que on était monté en 2015, on est monté ensuite en première nationale, j'ai oublié l'année, et puis c'était donc notre 3e montée en 8 ans, moins les 2 années Covid où on a interrompu la compétition et on n'a pas joué. Donc en 6 championnats complets, on est monté 3 fois. On n'est pas les Speedy Gonzalez du foot, mais enfin, il y a une constance. C'était correct comme résultat. Donc c'était pas la première montée. Et par contre, je dois dire très honnêtement que cette année-là, c'est-à-dire la saison dernière, n'avait pas bien commencé. On sortait de la désillusion de Knock au mois de mai, on est éliminé en coupe rapidement, les blessures ressurgissent, une partie du public est très dure à l'égard des joueurs, du staff, de la direction, et ce n'est qu'à partir du mois, d'octobre-novembre, que les résultats se sont enchaînés, que les critiques se sont tues et que finalement on a lancé notre saison. Mais les premiers mois ont été trop difficiles que pour arriver à la conclusion que c'était une saison facile. Et quand on la voit à la fin, on finit avec 15 points d'avance sur le premier non-montant. Mais ces 15 points-là, ils ne se sont pas dessinés en septembre-octobre et le début a été compliqué, y compris humainement. Donc non, je ne suis pas sûr que c'était ma plus belle saison. Pour revenir à la saison dernière, Pascal, une des grandes réussites, c'est aussi pour ce club d'avoir fait de Recours presque une forteresse imprenable à domicile. Il y a déjà la spécificité du terrain, puisque c'est un terrain synthétique, il n'y en a quand même pas beaucoup dans la série. Et alors, cette espèce de volcan devant la tribune, c'est assez rare de voir un public pareil dans des divisions entre guillemets inférieures. Et donc, quand on vient à Recours, c'est pas toujours évident d'en ressortir avec les 3 points. Et donc là, ça joue beaucoup. Je pense que Liège, un de ses atouts, c'est de gagner les points à domicile. Ça, c'est clair. Eh bien, merci pour ce retour dans le passé. On va passer, c'est le cas de le dire, dans le présent, dans la deuxième partie. Milieu, on est dans le cœur du jeu, le présent, votre réalité de président aujourd'hui. On va l'aborder avec un petit jeu qu'on a préparé, Pascal, pour un peu changer des habitudes. Le jeu consiste en fait à compléter nos débuts de phrases. Lançons-nous. Tu vas vite comprendre, Pascal, à toi l'honneur. C'est parti. Président d'un club pro, c'est... Oh, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de choses à la fois. Je mentirais si je dis que c'est toujours un plaisir. C'est en tout cas une lourde responsabilité, y compris et peut-être même surtout morale, puisqu'il y a des milliers de personnes dont une partie du bien-être en termes de confiance et de joie de vivre, n'ayons pas peur des mots, mais dépend de ce qu'on va faire. Mettre un club en faillite, c'est une énorme responsabilité morale. Le faire gagner, c'en est une autre. Et donc, oui, c'est beaucoup de choses, mais c'est sans doute avant tout une grosse responsabilité. Deuxième phrase. Pendant un match de l'équipe première de ton club, tu es plutôt... Plutôt nerveux. Plutôt nerveux. Ceux qui me connaissent aussi mes tics corporels dans ces moments-là. Non, je suis nerveux et c'est... Il y a des moments où je prends un peu de distance avec l'un ou l'autre match en partant faire un week-end à l'étranger ou en m'éloignant un peu quand je sens que la tension nerveuse est trop importante. Je vis pas toujours facilement les matchs.
Sur tes 12 années de présidence, ta meilleure décision? Si j'hésite trop longtemps, on va donner l'impression que je fais le malin en disant qu'il y en a eu beaucoup. Honnêtement, je crois que la meilleure, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, c'est d'avoir décidé, quand on nous a mis à la porte de Serein, d'avoir décidé dans les 48 heures d'essayer de réunir à tout point de vue toutes les bonnes volontés pour dire c'est le moment de rentrer à recours. Il y avait d'autres opportunités, on pouvait chercher refuge ailleurs, on pouvait essayer de renégocier, etc. Je crois que la meilleure décision, c'était de dire, utilisons cette décision en soi catastrophique comme un tremplin. Et je répète que si je crois que c'est la meilleure décision, c'est un peu parce que ça a bien tourné après, qu'on juge évidemment a posteriori, mais c'est aussi parce que ça répondait aux besoins exprimés ou non, mais de milliers de personnes. Et donc cette crise-là a été une opportunité. La question suivante, c'est l'inverse. Quelle a été en 12 années ta moins bonne décision? Si j'hésite trop longtemps, on va penser qu'il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas si je peux en identifier une, ou en tout cas, alors elle était diffuse. Peut-être que pendant les premières années, je suis resté un rien trop loin du sportif. Pendant les premières années, c'était peut-être le côté supporter qui avait un peu le dessus sur le côté responsabilité. C'était pas évident d'écarter, y compris en période de mercato, de dire il faut renouveler le groupe alors que c'était des anciens qui étaient revenus, etc. C'était pas nécessairement évident de prendre des décisions dures par rapport à un entraîneur, etc. Et oui, peut-être que ces premières années-là, sans rien reprocher à personne, j'ai pas toujours frappé du poing sur la table par rapport à des choses qui se passaient. Alors, est-ce qu'on serait monté plus tôt? Est-ce qu'on aurait quitté la promotion, non pas la 4e année, mais la 2e ou la 3e, etc. La rebelote, c'est pas le président qui marque des goals ou qui en encaisse. Mais oui, ça, c'est peut-être un petit regret. Et c'est après l'épisode, l'année où on pouvait monter, on avait 7 points d'avance, où Alain nous rattrape, etc. C'est un peu à ce moment-là que j'ai, pour la première fois, sportivement frappé du poing sur la table en disant qu'il y avait des joueurs qui m'avaient déçu et que je ne souhaitais plus voir au club. C'était par exemple la première fois que je le disais. Et voilà, ça c'est peut-être une longue réponse à votre brève question. C'est peut-être d'être resté éloigné du sportif pendant quelques années. Voilà, c'est un rôle, une fonction qui demande un apprentissage aussi. Ça demande un apprentissage, ça demande aussi de bien jauger. Dans les clubs où le président fait l'équipe, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait garant du succès non plus. Et moi, je n'interviens jamais dans les choix de l'entraîneur, dans les choix quotidiens de l'entraîneur. Je demande parfois qu'on m'explique. J'aime bien de comprendre ce que je vois. Donc, si j'ai une question, j'oserais lui poser. Et j'osais le faire avec les précédents. Donc, j'aime bien de comprendre, mais je ne vais jamais dire à ta place, je ferai ça ou ça. Par contre, je reconnais qu'au moment des mercatos, le fil rouge, ça, je veux être convaincu et je veux y participer moi-même. L'idée de monter cette année-ci avec comme socle le groupe de l'année dernière, j'étais pas le seul à être partisan de cette idée-là. Je vous dis pas qu'il a fallu convaincre ou déployer beaucoup d'énergie pour convaincre les autres, mais c'était tout à fait quelque chose que je ressentais et j'aurais pas accepté qu'on chamboule le groupe. C'est les grandes lignes, mais pas le quotidien. Ça, c'est pas mon truc. Je suis pas un président de vestiaire. Je vais de temps en temps les trouver, mais je vais pas. Je passe pas à l'entraînement chaque semaine pour voir qui a bonne mine. Ça, je fais pas. Mais le rôle d'un président est parfois délicat par rapport aux sportifs. C'est clair que moi, j'ai connu des présidents qui descendaient dans les vestiaires souvent et parfois c'est trop. Il faut que l'entraîneur reste quand même le patron du vestiaire. Et à côté de ça, un président comme Jean-Paul est important pour donner une ligne de conduite au club. Un peu comme M. Aymon l'a fait, par exemple, à Virton, où je suis allé quelques années. C'est un peu le même genre de personnage, je trouve, avec une vision. Et pour moi, les meilleurs présidents, ceux qui durent le plus longtemps, sont les présidents qui ont une vision. C'est très important. On en termine avec ce petit jeu, oui. Pascal. Sans ses supporters, Liège serait comment ? Serait mort.
et à supposer qu'il est ressuscité, serait pâle et incolore, inodore et insipide. Donc et je me place dans les supporters quand je dis ça. Il est exact que Liège a été sauvé par ses supporters, y compris parce que les investisseurs qui ont franchi le pas et qui ont investi parfois massivement étaient eux-mêmes des supporters. Mais je pense en effet que sans ces supporters, le football club liégeois serait mort. Gaëtan Anglebert, il est là depuis que vous êtes président, dans différentes fonctions. C'est le 8e entraîneur de votre présidence. Ça reste une relation particulière, président, coach. Et puis, j'ai tendance à dire, Gaëtan Anglebert, c'est peut-être plus qu'un coach. Gaëtan, il représente beaucoup de choses de ce qu'on aime bien à Raucourt. C'est un ancien du club, mais Gaëtan était ramasseur de balles au stade Vélodrome. Donc il est, dès son plus jeune âge, je crois que le premier pas qu'il a fait à un moment donné, c'était sans doute à Raucourt. Il a joué en équipe première, il est ensuite parti, mais sans jamais oublier son club. Et quand il a eu l'occasion d'y revenir, d'abord dans une fonction à l'école des jeunes, puis une fonction de direction sportive, et puis maintenant comme coach, il l'a toujours fait avec un dévouement sans limite, et fondé aussi sur l'amour de ses couleurs. J'ai dit plusieurs fois, au cours des années, il y avait parfois il y a sans doute dans des clubs, je vais le dire comme ça, des directeurs sportifs ou des gens qui veulent des nouveaux joueurs, qui en demandent, etc., y compris pour pouvoir dire après, j'ai pas eu ce que je voulais. Gaëtan, il n'a jamais joué ce jeu-là. Et Gaëtan disait parfois, voilà, le groupe, il est suffisant, il est bien constitué comme cela. Même quand l'entraîneur, avant qu'il soit coach, quand l'entraîneur disait non, je voudrais encore bien quelque chose, Gaëtan prenait ses responsabilités en disant non. Il se sentait aussi responsable du budget. C'est pas une direction sportive qui disait je demande des chèques à la direction pour avoir de l'argent à investir. Et donc il a démontré à cette occasion-là non seulement son intelligence, mais son attachement au club. Et c'est dans le même état d'esprit qu'au soir d'une défaite à nouveau à Knock, où je lui ai dit, le groupe, y compris au moment du mercato, tu le jugeais suffisant, et bien maintenant qu'on vient de faire, je crois que c'était 1 sur 12, ou je sais plus, ou 2 sur 12, tu vas le montrer. Et il n'a pas hésité longtemps, et je pense qu'il l'a fait avec brio, et sans jamais oublier ses valeurs, et y compris l'attachement au club. Donc, il y a des moments où on peut dire le résultat moins bon, meilleur, etc. Mais en termes de ligne de conduite, un club, à mon avis, je n'ai pas inventé le football, mais doit avoir en son sein des personnes qui non seulement ont la compétence, mais ont aussi l'attachement suffisant. Et le sien est sans commune mesure. Les valeurs de Gaëtan sur le club sont tout à fait bien expliquées par Jean-Paul. Moi, j'ai connu des petites chamailleries, notamment avec lui, quand j'étais au Standard et que lui ne voulait pas qu'Openda s'en aille de Liège, pour vous montrer à quel point, déjà à ce moment-là, il était fort attaché à ses propres joueurs. Et ici, en tant qu'entraîneur, je trouve qu'il a pris un volume encore plus important, parce que sa carrière de joueur donne un plus à l'équipe, ça c'est incontestable, et je pense que c'est un entraîneur en devenir qui pourrait encore gravir des échelons avec le club, espérons-le, ou même ailleurs, parce qu'il a un charisme naturel par rapport à un groupe. Son adjoint est très important aussi, Eric, oui, qui peut aussi l'aider dans sa tâche, et donc le binôme là sur le banc est vraiment très très performant. Au niveau sportif, Jean-Paul, est-ce que cette saison, tu as douté, avant la série toujours en cours, fabuleuse, 12 sur 12, est-ce que tu as douté, par exemple, après l'élimination en coupe à la Louvière ? Non, franchement non. C'est facile à dire maintenant, mais je vous l'aurais dit de la même façon il y a un mois. Pour rien vous cacher, je suis allé trouver les joueurs après la Louvière. Pas dans le feu de l'action, je suis allé quelques jours plus tard, et avec un double message, et qui était le message d'un président supporter. Je leur ai dit, totale confiance en vous, et je l'ai dit parce que je le pensais sincèrement, totale confiance en vous. On a choisi de monter ensemble, on a choisi de construire sur le groupe existant, on ne jette pas ça à la poubelle après 4 matchs. Évidemment qu'on a confiance.
Et donc ce message-là, il était clair. On a commencé à Eisden, match que tout le monde a bien aimé, avec sur le terrain 8 joueurs qui étaient dans le noyau l'année dernière. Donc on a vraiment construit ce socle-là. Mais je leur ai ajouté, on attend quand même plus. La confiance, elle est là, mais on attend plus. Et ce qui m'avait meurtri à la Louvière, je ne le cache pas, c'est pas juste le résultat. Hein. Il nous a meurtri, hein, et la Louvière va jouer Anderlecht. Hein. Ça fait mal, mais c'était le fait d'avoir eu l'impression que l'adversaire voulait la victoire plus que nous. Et ça, c'est pas possible, ça, c'est pas tolérable. Et quand on dit justement, on monte ensemble, parce qu'on va construire ensemble quelque chose, il faut nous rendre cette confiance-là. Il faut dire, OK, nous allons tout faire. Et je pense sincèrement que le message a été entendu. Il était d'autant plus entendu qu'il était porté aussi par le staff et par une bonne partie du public, etc. Je ne l'ai pas inventé dans un coup de génie. Donc, il a été largement entendu, ce message-là. Et aujourd'hui, tout le monde est, à l'heure qu'il est, récompensé dans les résultats, dans la manière, dans la dynamique qui est créée de ces efforts supplémentaires. Donc, moi, je ne doutais pas, en allant les trouver, que tout le monde avait les capacités nécessaires. Et j'ajoute ça, on n'est encore nulle part. Hein. Ici, j'ai la chance de vous parler après 4 victoires. C'est évidemment plus facile qu'après 4 défaites. Mais celui qui s'imaginerait que maintenant c'est bon et qu'on peut souffler, je pense qu'il commettrait une erreur professionnelle. Et je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont en train de penser ça, mais dans l'hypothèse où quelqu'un se dirait, voilà, la preuve étant faite, elle n'a plus à être faite, ce n'est pas exact. On doit se battre de la façon dont on vient de le faire pendant 4 matchs jusqu'au bout, parce que les qualités, on les a, et c'est très clair, mais on ne les a que si on est à 110% toutes les semaines. Hein. Si on est même à 100%, il y a des moments où ce sera trop juste. Hein, niveau d'exigence. Et on joue dans la série contre des grosses cylindrées avec 30 millions d'augmentation de capital à Lommel. C'est 10 ans de notre budget qui leur arrive en un an. Donc on peut les battre. On vient de le faire. Mais parce qu'on les a pris à la gorge en deuxième mi-temps et qu'on a joué avec l'énergie, le dash et l'abnégation nécessaire, le jour où on dit on va juste jouer un peu techniquement avec eux pour voir qui est le meilleur techniquement, ça, j'ai pas l'impression qu'on les battra encore souvent. En fait, cette série-là de 1B, rappelons quand même qu'elle est encore au jour d'aujourd'hui un petit bébé qui grandit. Deuxième saison avec les clubs Division 1, les 4 meilleurs qui font une deuxième équipe dans cette série-là. Des grosses cylindrées, comme le président vient de le rappeler, Lommel, Berscott, Liers. Il n'y a pas de petits matchs. Tous les matchs sont très, très importants. Moi, j'étais au Standard pour le derby contre Liège, puis je les ai vus contre Bruges. Mais les gamins, même de 16-17 ans, ils jouent avec leur trip et donc tous les matchs sont importants. Et je pense que Liège, maintenant, vient de le comprendre depuis 4 matchs et joue, comme le président l'a dit, à 110%. Et s'ils font ça, ils feront une belle saison. Important, comme tu le dis, et puis aussi varié, puisqu'on a différents styles. Des jeunes, des équipes qui pourraient jouer la DAA et puis d'autres qui ont d'autres moyens. Bon, messieurs, je ne vous le cache pas, on est en retard, donc on va accélérer les transitions. On accélère les transitions et on passe à la dernière partie de l'émission, l'attaque. L'attaque, on regarde vers l'avant, vers le futur. Jean-Paul, le futur, ce sont les jeunes, bien sûr, aussi. Avec la formation, depuis 2019, le Football Club liégeois dispose d'une académie à Wiogne. Quelles sont les prochaines étapes au niveau de ce développement ? Mais le socle, on l'a donc construit patiemment. Quand on a repris à 12 ans, je crois qu'il restait 150 jeunes. Il y avait plus de quoi faire des équipes dans chaque catégorie, etc. On a reconstruit par rapport à cela, mais en ressentant chaque année la difficulté de garder nos meilleurs jeunes. Et il va de soi que quand vous êtes en promotion D ou en division 3B, c'est compliqué de garder les meilleurs jeunes à qui des clubs des environs viennent faire des offres, loyales ou pas. Il y a parfois des projets sportifs, il y a parfois des projets financiers pour les parents, soit chacun mène sa barque comme il l'entend. J'ai jamais trouvé génial de mettre l'idée d'argent en tête d'adolescents ou de préadolescents à ce niveau-là, mais enfin, soit.
Et on a perdu chaque année un bon nombre de nos meilleurs jeunes. L'idée maintenant, c'est en s'installant dans ce qui s'appelle l'élite, c'est pas moi qui le dis, c'est le nom de la compétition. Le statut, oui. Voilà, pour les jeunes, mais d'avoir désormais aussi ce projet sportif, tout en ajoutant que ce que nous pouvons prouver, c'est que des jeunes liégeois, chez nous, ils auront leur chance. On a commencé le match contre Dinder au mois d'août avec 11 Wallons dans l'équipe. Je dis toujours par clin d'œil 10 ennemis, puisqu'il y en a un, Renaud, dont la maman est néerlandophone. Mais on a commencé avec 11 Wallons dans l'équipe. Donc nous, c'est pas une vue de l'esprit de dire on veut construire sur nos jeunes. Et si on n'a pas en équipe première davantage de jeunes qui ont fait toute leur classe chez nous, mais c'est parce qu'en général, on est venu nous les chercher dès qu'ils avaient montré le bout du nez. Si on peut enrayer cette spirale-là et les garder, les faire grandir chez nous, alors moi je suis persuadé qu'on peut en amener bon nombre en équipe première et qu'on peut être le club à Liège dans lequel les jeunes reçoivent vraiment leur chance. Pascal, ton regard de formateur justement sur les jeunes, Sarri-Marine. On discutait avec le président avant l'émission justement de cet aspect-là qui me semble très très important parce qu'à Liège, on a beaucoup de bons clubs. On a une infrastructure qui est quand même compliquée parce qu'il y a beaucoup de clubs et la ville, Jean-Paul l'a dit, ne saurait pas faire des stades partout. Le grand mérite de Jean-Paul, c'est d'arriver à maintenir un niveau d'élite chez les enfants, mais aussi d'avoir l'aspect social. Il n'y a pas qu'une seule équipe. Il y a parfois des clubs qui procèdent de la sorte. Je n'en citerai pas pour ne pas les vexer, mais le rôle social d'un club de foot est très important. Et le fait d'avoir des équipes comme ça, en U9, U10, il y a peut-être 4-5 équipes au FC Liège. Après, évidemment, les taux, entre guillemets, se resserrent. On arrive à avoir de la qualité. Un des grands défis du club, c'est d'avoir des bons joueurs chez les jeunes, mais aussi des très bons formateurs. Et ça, c'est pas toujours évident parce que l'élite, c'est quand même un palier. Tu vas jouer à Saint-Tron, tu vas jouer même Eupen, c'est quand même un très bon niveau. Et donc là, les formateurs aussi doivent prendre une partie ce haut niveau du travail en charge. Et il faut saluer le travail de Dominique Renson, le directeur des jeunes, avec toute son équipe, M. Allard, M. Debougnou, qui font un travail vraiment de fond très important. Maintenant, le boulot est immense, ça c'est clair. Passons à un autre sujet, en regardant quelques images qui vont apparaître sur l'écran maintenant. Voilà, un beau stade, Jean-Paul. Très beau. Très beau. Donc, c'est les illustrations du stade qui avait été révélé en 2018 par le club lui-même. Un stade qui aurait dû voir le jour pour la saison 2019-2020. Il y a eu des changements de règlement. Vous vous êtes adapté. Enfin bon, bref, ça c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, quel est le plan, puisqu'on sait que Liège souhaite toujours un nouveau grand stade? Quelle est la planification aujourd'hui? Oui, je rebondis d'abord sur l'aspect on s'est adapté. On n'a pas raconté des histoires aux gens. Entre le moment où on a dit voilà le stade que l'on voudrait et aujourd'hui, il y a eu quand même deux choses qui étaient un peu importantes. Il y a eu un Covid qui a quand même gelé pendant au bas mot 2 ans, et pendant lequel l'enjeu pour les clubs, c'était pas de se développer ou de construire, c'était de se sauver. Ouais. Et puis il y a eu un deuxième aspect qui est cette modification réglementaire, mais qu'il ne faut pas sous-estimer, puisque tout d'un coup on disait vous pouvez monter en D1B dans un stade non plus de 5000 mais de 4000 places et vous n'êtes plus obligé quand vous êtes monté, sous peine de rétrogradation immédiate, de construire un stade de 8000 places. Donc à ce moment-là, il y avait pour nous le choix entre est-ce qu'on investit, et au total ça aurait été 1 million quand on additionne tout, mais est-ce qu'on investit, ce qui s'est avéré être 1 million pour mettre notre petit stade aux normes de la D1B, ou est-ce qu'on cherche à investir entre 15, 18 et 20 millions dans le grand stade? On a dit 1 million dans le petit pour le mettre en ordre, un petit peu dans l'équipe pour la mettre en ordre aussi et pouvoir monter, et puis on reviendra à l'idée du grand stade. Je pense que c'était le seul choix rationnel. Dire on n'est pas monté parce qu'on ne montera que quand on aura le grand stade, je crois que tout le monde, un, nous en voudrait, deux, nous traiterait de fous. Donc on a choisi d'abord d'aménager le petit, nous y avons consacré un certain nombre de moyens, je répète, quand on additionne le tout, c'est 1 million.
qu'on n'a pas reçu de notre ville, contrairement au Patro Esden qui est monté en même temps que nous, et qu'on n'a pas reçu via les droits de TV, si vous voulez, je vous donne les chiffres, entre sur Ostende, fonds propres, 330 000 et nous 30 000 dans la première tranche, donc c'est pas la Ligue Pro qui nous l'a payé non plus, donc c'est sur fonds propres, c'est le club et ses actionnaires qui l'ont fait. Mais je pense qu'il fallait le faire. Maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est que le fait d'être dans le petit stade, on sait encore y rester. Il a les caractéristiques qu'on disait. Si c'est un chaudron, c'est aussi parce qu'il est comme il est. Mais ça crée un peu un bottleneck. Ça veut dire, commercialement, on ne sait plus mettre un VIP de plus. C'est compliqué de remplir des tribunes non couvertes quand on arrive en hiver, etc. Donc, on mange toujours dans un chapiteau, etc. Donc, on sent que monter en D1A ou pas, il faut le nouveau stade. Et le projet chemine. Alors, on ne raconte pas d'histoire aux gens. Je ne vais pas vous dire qu'il sera là demain matin, mais je peux vous dire qu'il y a des réunions très sérieuses où on discute plan financier, où on discute contenu et donc l'aspect contenu, design, plan, etc. L'aspect activité économique dans ce stade qui permet d'en assurer le financement. On discute prise en charge quand on discute du plan financier avec un club qui est sans doute suffisamment solide que pour payer un bon loyer à quelqu'un, mais qui n'est pas en état d'obtenir notamment du crédit bancaire quand on sait que les banques ont fermé les robinets au monde du foot. Et on n'a pas fait parce que c'était le football club liégeois. Je crois que le foot s'est tiré plusieurs balles dans le pied à plusieurs moments qui font qu'il est un peu blacklisté à une série d'endroits. Et donc nous, on doit tenir compte de ça pour avoir quelque chose qui soit sain, ça veut dire qui avance, mais qui soit aussi finançable sans mettre un club en faillite dans les années qui suivent. Combien de clubs français, et Sedan en est le dernier exemple, et Le Mans, enfin on peut en citer beaucoup, en réalité on fait la fête pendant un an avec un nouveau stade, et puis assez rapidement ont été tout à fait lestés par ce stade. Ça, on ne veut pas rencontrer ce problème-là. Mais donc, on ne donne pas d'illusions en disant 1er juillet prochain, on monte en D1A dans un nouveau stade. Ça, si quelqu'un vous dit ça, ou alors il amène le financement, mais c'est pas... Justement, le financement, c'est le nerf de la guerre. Le club doit-il alors se tourner vers de nouveaux investisseurs pour franchir ce palier ? Mais il y a deux choses. Sur l'aspect stade, c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé que ça se fera. Le privé tout seul, j'y crois pas, et le public tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens, et c'est pas nécessairement sa vocation non plus. Par contre, un partenariat avec le public qui rend possible le déploiement des énergies du privé, ça, c'est y compris en termes de société tout entière. Moi, ça me plaît assez bien comme schéma. L'autre aspect qui est celui d'investisseur pour le club lui-même, on dit depuis un certain temps que nous devons être attentifs à ces possibilités-là. Je vais donner un chiffre ou l'autre tout à l'heure. Si l'OMEL reçoit 30 millions de son actionnaire d'Abu Dhabi ou de sa succursale du nord de l'Angleterre, je ne sais pas d'où l'argent vient, mais reçoit 30 millions, que Waregem fait une augmentation de capital de 17 millions, si j'ai bien lu la presse flamande, etc., on peut peut-être concurrencer ces gens un an, on peut battre l'OMEL, mais on sait bien que sur le long terme, moi j'aime aussi beaucoup notre actionnariat liégeois et j'aime aussi beaucoup notre enracinement local, mais à un moment donné, il faut choisir où on met la barre. Et je pense que le rêve, c'est d'avoir et des investisseurs et un ancrage local qui demeure, et de ne jamais devoir choisir entre les deux, mais en tout cas, celui qui dirait par cette forme un peu exagérée de chauvinisme, on va continuer à faire ça entre liégeois. Il faut juste être conscient qu'à un moment donné, on va plafonner, voire régresser quand on voit arriver des grosses cylindrées. Et au niveau sportif, puisqu'en football, le sportif guide quand même un peu la donne, imaginons si l'équipe continue à jouer le haut du tableau comme actuellement, s'il y a une montée envisageable, comment est-ce qu'on se situe là ? Mais je veux vous dire, franchement, je ne veux pas aborder cette question-là, et je vous remercie néanmoins de me l'avoir posée, mais c'est plus une forme de superstition qu'autre chose. Envoyer maintenant comme signal, on réfléchit à l'année prochaine en D1A, je crois que ce serait pour tout le monde une erreur capitale. Nous sommes, je crois que c'est 5e en D1B, en ayant pris 15 points.
c'est bien. On est content d'être là où on est maintenant. Mais commencer à flotter, à avoir les pieds qui ne touchent plus terre en se disant que fait-on l'année prochaine en D1A, c'est des semaines et des mois trop tôt. Alors, ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas. Si on continue sur cette lancée-là, évidemment qu'on y réfléchira en temps utile. On n'attendra pas juin pour se dire « zut, on aurait dû y réfléchir ». On y réfléchira le moment venu, sans nécessairement vous le dire dans la minute où on commencera à y réfléchir. Mais n'envoyons pas comme signal maintenant que nous nous projetons l'année prochaine en D1A. Ce serait vendre des illusions. On va aller à notre rythme, on va continuer à construire, on va continuer à être mobilisé à 110% sur chacun des matchs et pour aller le plus loin possible et donner du plaisir à nos supporters. Mais ne construisons pas ni des châteaux en Espagne, ni des stades trop tôt. Rester dans le top 5 serait vraiment une belle réussite sportive pour le club, je pense, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on a un petit peu cette spirale positive, le public revient au stade aussi. C'est plus agréable de gagner des matchs que de les perdre. Et donc, le fait de rester comme ça dans les 5 premiers serait pour moi déjà un magnifique challenge pour le club, vraiment. Messieurs, on rentre dans les arrêts de jeu de cette émission avec la séquence Top But. Jean-Paul, il y en a un qui vous parle plus que les autres. Oui, si je vous dis non, c'est que leur flemme m'a empêché de les voir. Mais le goal de notre ami Cassio à Beveren est quelque part un peu le goal de la délivrance, parce que autant on prend des tas de points à domicile, autant on gagne pas souvent en déplacement. Et là, on jouait chez une équipe qui est en fait, qui aurait pu monter l'année dernière, qui est en réalité quasiment une équipe de D1A. Et donc ce goal-là, au-delà du fait qu'il est beau, au-delà du fait qu'il récompense une prestation solide de toute l'équipe, ben, il représentait quelque chose de particulier, la victoire en déplacement chez une équipe de quasiment D1A. Ben voilà, il n'était pas beau que par son côté technique. Maintenant, j'en ai vu quelques autres qui étaient pas mal non plus, et quelques anciens de chez nous. Je pense à Cabella, et on a vu Dylan Lambrecht aussi. Donc, il y a quelques personnages sympathiques dans votre récapitulatif. Ça démontre toute la vision des recruteurs liégeois, avec tout ce passage de joueurs au fil de l'histoire. Mais l'histoire de cette émission, elle se termine ici. Merci Jean-Paul d'avoir été notre invité, d'avoir confié toutes ces bonnes choses. Avec plaisir. C'était très intéressant, Stéphane, ce soir, je trouve. Vraiment, un président avec une ferveur digne de ses supporters. Merci à toi, Pascal, pour ta contribution. Plaisir. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, on se retrouve le mois prochain. Portez-vous bien.